La paix est une réalité sociale autour de laquelle se fonde durablement le socle démocratique et développemental de tout État moderne, car quiconque veut le bonheur de son peuple prépare la paix. Cette maxime de George Washington trouve toute sa superbe dans le contexte sociopolitique actuel et démontre à suffire la nécessité de mettre sur pied un ensemble d'éléments visant à redorer le blason pacifique de notre État, le Cameroun. D'ailleurs, les actes du chef de l'État, liés bien entendu à la protection des populations à travers les aides et les stratégies développées en leur faveur, montrent à suffire combien il s'intéresse bien entendu à ce credo qui est la paix, qui reste d'ailleurs l'élément fondamental de tout développement d'une nation. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Info Télévision, bien le bonsoir. C'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de votre programme Politoscope Acte 2, votre vitrine d'information et de communication politique, mais ce soir réservé à l'analyse stratégique. Alors, au programme bien sûr de votre politoscope de ce jour, 3 séquences majeures, à savoir tapis rouge qui va dérouler dans quelques instants, le portrait de notre invité principal. Ensuite suivra l'agora qui n'est autre qu'une espèce de pugilat idéologique contradictoire avec bien entendu des idées républicaines pour jaillir la lumière de la construction nationale. Et ensuite, nous sortirons enfin avec le jardin secret qui nous permettra de nous glisser un tout petit peu dans la vie privée de notre invité principal. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre cette courte respiration et on se retrouve derrière pour la présentation des invités. Alors, mesdames et messieurs, si vous nous suivez à l'instant, vous êtes bien sûr sur votre vitrine d'information et de communication Politoscope. Vous pourrez d'ailleurs participer à travers les SMS et WhatsApp au numéro qui vont s'afficher très bientôt sur votre écran. Alors, comme invité de face, nous avons d'habitude des invités de face et l'invité principal. Alors, comme invité de face, donc, nous avons Christian Djemou, lui, il est journaliste, rédacteur en chef de Canal 24 Télévision. Bonsoir et bienvenue à ce programme, Christian. Merci. Bonsoir, Monsieur Buell. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir convié à ce grand moment de télévision. Je suis content d'être là. Je salue ceux qui regardent Info Télévision. Je salue bien sûr ceux avec qui je vais partager ce plateau ce soir. J'ai beaucoup de respect pour les Camerounais qui font preuve de résilience et qui n'ont rien mangé ce jour. Bonsoir à tous. Alors, il faut dire que vous n'êtes pas nouveau sur ce plateau. Oui, je suis un habitué des plateaux d'Info TV. Merci à la hiérarchie ou alors à l'administration de cette télévision qui, au fil des temps, est en train de... comment je vais dire ça? De monter. De monter ou alors d'aller vers la concurrence pour être demain une télévision qui compte. D'ailleurs, elle compte déjà, il faut le dire, elle compte déjà cette télévision, Info Télévision. Alors, avec vous, la première question, quel sentiment vous anime au moment où le chef de l'État a décrété depuis quelques jours le deuil national prévu pour vendredi prochain? D'abord, respect aux soldats. Vous savez que nous ne vivons, c'est à eux que nous devons notre liberté, notre sécurité. Appartenir à une nation, c'est ça aussi. D'abord, respect à ces soldats qui, au fil des jours, à travers le sacrifice suprême, protègent notre nation contre les ennemis extérieurs. Depuis 2017, je crois bien, Boko Haram est là et autres. Je crois que notre armée, avec tout ce qu'elle fait au quotidien, aucun centimètre de nos territoires n'a été pris par les ennemis. Le Cameroun reste debout. Respect, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui s'amusent avec le deuil. J'ai été sidéré de voir que des gens
veulent mélanger ça. On en reviendra certainement sur les réseaux sociaux. Nous avons un spécialiste qui travaille. Les gens veulent mélanger ça avec la fête de la musique et autres. Mais je voulais dire respect aux soldats qui, au quotidien, meurent pour nous, meurent pour notre liberté, meurent pour notre sécurité. Je pense que ce jour, tous les Camerounais sérieux devraient observer un moment de silence et de respect pour le sacrifice suprême de ces soldats. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Il faut dire que nous reviendrons de fond en comble au niveau bien sûr de la désinformation qui est souvent faite au niveau des réseaux sociaux avec notre expert d'ailleurs qui est notre invité principal. Et juste à côté, lui c'est M. René Bakota, il est homme politique et porte-parole du PUS lors de la dernière présidentielle. Bien le bonsoir et merci d'avoir honoré le rendez-vous. Bonsoir, Carole, merci de m'avoir convié. C'est la première fois que je suis à InfoTV, notamment je dois vous remercier pour cette fleur que vous avez bien voulu manifester à mon modeste endroit. Je salue les journalistes et surtout vos millions de téléspectateurs. Je pense que nous allons passer des moments de télé suffisamment importants dans le sens de la construction et du patriotisme. C'est d'ailleurs cela le credo de notre émission. Alors, avez-vous une petite virgule comme cela? Alors, que sont devenus le PUS et son premier secrétaire Monsieur Serge Espoir Matomba au lendemain des élections présidentielles? Écoutez, il est partout en même temps. Le PUS continue. Vous savez que dès le lendemain de l'élection, nous avons entamé un plaidoyer en direction des institutionnels pour la réforme profonde du code électoral. Nous avons évalué notre participation à l'élection présidentielle et nous nous sommes tout de suite lancés au lendemain de la reprise des inscriptions sur les listes électorales de multiples campagnes. Nous procédons actuellement au travail de terrain pour ceux qui sont en train de manifester des candidatures par rapport aux prochaines élections législatives et municipales. Donc nous sommes dans cette dynamique de construction citoyenne qui est la nôtre. Vous savez que chaque fois qu'il y a un événement important au Cameroun, nous apportons toujours notre contribution. Il y a quelques semaines, nous avons publié un mémorandum de sortie de crise par rapport à la crise qui se déroule dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous nous préparons à proposer dans quelques jours la démarche qui est la nôtre par rapport au dialogue inclusif qui est annoncé et que nous avons appelé de tous nos voeux et que nous commençons par saluer l'initiative, ne serait-ce que sur le principe. D'accord, merci encore d'être là. Alors, juste à ma droite, lui, c'est notre consultant. C'est le docteur René Yatcho. Il est enseignant, universitaire, économiste et expert en question de gouvernance. Bonsoir, docteur, et bienvenue. Bonsoir, Pierre Carole. Alors, docteur, avez-vous une petite question? Alors, depuis je voudrais dire que 55 camions chargés de provisions en direction des populations en détresse dans le nord-ouest et le sud-ouest dans le cadre du plan humanitaire d'urgence. Alors, un geste généreux quand même de la part du chef de l'État ou simplement une espèce, ou alors on pourrait taxer cela d'une espèce quand même de gouvernance curative, même si on ne fait pas toujours appel à la gouvernance proactive. Quel que soit le bord avec lequel on prend ce geste, c'est d'abord un geste de très bonne volonté et d'humanité. Et également, c'est un geste curatif. Parce que pour soigner, il faudrait déjà que l'on ait de la volonté. Et ce geste vient fort à propos, puisque vous le savez, les problèmes qu'il y a dans la région du nord-ouest et du sud-ouest créent des distorsions économiques profondes. Et lesquelles distorsions économiques profondes accentuent la pauvreté et déstructurent la société. Donc ce geste est bienvenu. C'est un geste qui peut favoriser ou hâter la recomposition sociale et également faciliter le processus de paix. Mais est-ce que, par rapport toujours à ce genre de geste, est-ce qu'on ne pourrait pas penser parfois à multiplier ce genre de geste en période de non-tension, c'est-à-dire dans le sens d'être proactif? On peut multiplier ces gestes. Cela voudrait dire qu'il faudrait aller chaque fois en amont. Mais la multiplication des gestes ne serait pas venir faire des dons. Ce serait plutôt construire un socle économique dans lequel chaque acteur social peut jouer son rôle, de telle sorte que chacun contribue ainsi à la production des richesses, aux valeurs ajoutées, et que chacun devienne ainsi un acteur du développement. Sinon, si l'on développe plutôt ce genre de gestes, on va créer une logique d'assistanat. Et cette logique d'assistanat va plutôt nous faire reculer. Peut-être qu'on rentrera plutôt dans l'état-providence de l'époque.
Encore même que l'État-providence voulait dire que l'État vient soutenir dans certains pans. L'État ne se transformait pas en nourricier de tout le monde. Donc, on rentrerait même encore plus bas que l'État-providence. Dans tous les cas, c'est l'expression d'un spécialiste en la matière. Alors, nous rentrons du côté de la régie très rapidement pour accueillir notre invité, des guests. Lui, c'est un homme très connu des plateaux et bien entendu très réservé en même temps. Il s'appelle simplement le colonel Didier Badjek. Il faut rappeler que c'est le colonel le retraité Didier Badjek. Bonsoir et bienvenue à ce programme, mon colonel. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les panélistes. Et je suis heureux de venir ici, sur ce plateau pour la première fois. Et je souhaite donc à ce média longue vie et qu'il continue à colorer le paysage médiatique du Cameroun, qui a besoin d'objectivité, besoin de précision, besoin d'analyse. Effectivement, vous faites bien de le dire, nous avons besoin d'analyse, y compris les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Il faut dire que vous êtes d'abord un homme de science, car communicateur de crise et géostratège, et par ailleurs autorité militaire à la retraite. Alors depuis quelques mois, on vous voit vous déployer activement dans la lutte contre la désinformation dans les réseaux sociaux à travers plusieurs forats que vous-même vous avez créés. Alors est-ce la conséquence de quelqu'un qui n'a plus rien à faire, l'ennui, ou simplement l'expression d'un républicain au service de sa nation? Moi, je crois qu'il faudrait donner un sens à la défense populaire et que chaque citoyen devrait se reconnaître comme étant un soldat et n'a pas à demander une autorisation particulière pour combattre. Et bien entendu, dans le milieu que je connais le mieux, qui est celui de la communication, notamment dans la particularité de la communication de crise, il se trouve qu'il y a quelque chose à faire parce que la désinformation a gagné, n'est-ce pas, l'éthique même du cœur du journalisme, du média, et surtout même au niveau des médias sociaux. Eh bien, cela a des conséquences qui sont énormes, et nous ne pouvons pas avancer avec cela. Vous comprenez bien, les secrets sont complètement galvaudés, violés, et cela devient une question déjà urgente, n'est-ce pas, de pouvoir réglementer ce secteur pour qu'il devienne sain, et que les orientations qui ont été faites, n'est-ce pas, pour l'utilisation des réseaux sociaux, qui étaient certainement des objectifs utilitaires, aujourd'hui ne soient pas déviés, pour que cela laisse libre cours à toutes sortes de manifestations interlopes, n'est-ce pas, notamment la désinformation qui peut se traduire sur plusieurs secteurs, l'économie, la politique, la sociologie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien, les conséquences sont très, très, très graves, hein, et vous savez très bien ce que cela coûte aujourd'hui au Cameroun. Et c'est dommage également que c'est par ces réseaux sociaux que certaines structures qui sont autorisées, notamment les organisations non gouvernementales et certaines diplomaties même, puisent leurs informations, n'est-ce pas, en les prenant tout ce qu'on ramasse dans les réseaux sociaux comme étant des éléments véraces. Alors je dois dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faudrait que ça participe déjà d'un engagement individuel et puis d'une certaine police, hein, avec un règlement que nous devons nous-mêmes nous faire. C'est ainsi que moi j'ai pu créer ce forum qu'on appelle le Stop Fake, et qui, à l'immédiat, lorsqu'on a une information qui est erronée, on peut, avec justement des membres qui sont d'obédience pluridisciplinaire, eh bien, on peut immédiatement arrêter cette information et publier une contre-information rapide. Mais je dis que tout cela manque de communication stratégique. Il faudrait que ce soit un peu plus harmonieux, de manière à ce que l'on puisse, de manière méthodique et systémique, n'est-ce pas, on puisse arrêter ce fléau aujourd'hui, qui n'est pas seulement le fait de la société camerounaise, mais qui existe et qui rampe, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde. Alors, avant donc d'entrer droit dans notre jardin, dans ce que nous appelons le tapis rouge, qui va dérouler bien sûr tout dans quelques instants le portrait du colonel Didier Badjek, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui nous regardent toujours du côté de leur maison que les images qui vont suivre tout à l'heure
bien sûr, relativement au portrait, relève simplement d'une intuition surprise de l'équipe de tournage de Politoscope qui s'est glissée comme cela dans le quotidien du colonel Didier Badjet, qui ne nous attendait pas, qui a d'ailleurs été surpris par notre caméra. Donc, nul besoin d'interpréter ces images dans un autre sens, car c'est un homme assez discret et assez sobre. Si donc cela est clair, je voudrais donc rentrer de côté de la régie à travers le portrait. Hic ec num etier homo, ici et maintenant, voici l'homme. Voilà, je suis le colonel à la retraite Badjek Didier. Je suis allé à la retraite cette année, le 6 avril. Je suis né le 5 avril 1961, ce qui fait que j'avais 58 ans le 5 avril dernier. Et là, j'ai eu une enfance plutôt bien encadrée par mes parents. J'ai passé une petite partie de mon enfance au Congo-Brazzaville. Mon père travaillait à la compagnie minière de Logoué et nous sommes revenus au Cameroun en 1972. C'est une date importante parce que c'était à la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Et par la suite, j'ai été au lycée Général Leclerc pendant cette année qui suivait à l'université de Yaoundé où j'ai obtenu un DUG. Et par la suite, j'ai passé le concours de l'air de Salon pour finalement faire mes cours de pilotage à Amaury-de-la-Grange dans le nord de la France, qui est l'école Air France. Je suis rentré en 1989, je rentre comme ça donc à l'école militaire interarmes dans le cadre de la promotion ouverture et démocratie. En 1990, nous sortons en 1993. Par la suite donc je fais mes qualifications machines sur avion d'armes pendant que j'occupe des postes technico-administratifs à l'état-major de l'armée de l'air, notamment chef de section, emploi, chef de section coordination, chef de section opération, après chargé d'études assistant, chargé d'études, chef d'antenne communication de l'armée de l'air, pour ensuite être nommé chef de division de la communication, poste que je vais occuper pendant presque 8 ans et enfin être nommé conseiller technique auprès de M. le ministre délégué à la présidence de la Défense. Là, je suis à la retraite. J'ai ouvert un cabinet de conseil, n'est-ce pas, qui s'occupe de l'influence, du lobbying, qui fait de la communication opérationnelle, la communication institutionnelle, la communication de crise et qui fait des évaluations, des analyses stratégiques. C'est un monsieur assez sympa, un blanc et tout. Donc quand on a un problème, on soumet une lettre, c'est un monsieur assez sociable quand même. Et puis dans le jeu, moi-même j'ai parfois des problèmes avec lui, parce qu'il joue vite, moi c'est quelqu'un de bien.
pas se prendre la tête, il faut être capable, n'est-ce pas, de servir. Et moi, je crois que je sers mon pays. Et si je n'avais plus la conviction de le servir, je crois que je n'aurais plus également le droit à l'existence. On doit être des combattants jusqu'à la fin. Rester républicain, c'est ma charte. Je resterai républicain. Quoi qu'il arrive, savoir que quand l'institution est là, il faut la respecter, non seulement en tant qu'officier que je suis toujours, n'est-ce pas, mais également en tant que citoyen camerounais, nous devons de respecter les institutions et c'est par là que tout le désordre que nous avons aujourd'hui commence. Colonel Didier Badiek, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au portrait? Mais écoutez, le portrait n'est pas signé du colonel Badiek. Je pense que vous avez vous m'avez regardé, vous m'analysez, je n'ai rien à ajouter. Il faut rappeler aux téléspectateurs que nous vous avons surpris. Dans votre journée, plein de sport, plein d'activités, et puis c'était pas évident. D'ailleurs, que nous essayons au moins de capter ces images-là parce qu'on n'avait pas voulu, compte tenu de votre discrétion. Voilà le colonel Dibadek. Mais j'ai quand même une question à poser, hein, et puis les questions vont commencer à tomber au fur et à mesure. Alors, mais finalement, autant de diplômes, que voulez-vous prouver? Mais je crois que si j'ai encore un peu de temps de vie, je vais continuer. Il faut d'ailleurs dire que vous avez la soutenance de votre thèse de doctorat dans quelques mois. Oui, elle est pratiquement achevée. J'ai quelques masters qui m'ouvrent comme ça un regard pluridisciplinaire, management public, relations internationales, stratégie, communication, droit fondamental. Et je suis d'obédience scientifique. Ça fait 4 masters. Ingénieur pilote au départ. J'ai suspendu mon master d'intelligence économique parce que je me dis que c'est un master qui est important. On ne les fait pas forcément pour gagner quelque chose. De toutes les façons, moi je suis déjà arrêté au bilan financier de ce que je suis. Je vais peut-être pas gagner. Je vais gagner peut-être un peu plus par mon expertise, mais je crois que mon expertise n'est pas jugée au nombre de masters que j'ai. Mais c'est intéressant de savoir que l'on peut s'éduquer, on peut connaître, on peut faire de la recherche, n'est-ce pas, pour avoir une bonne connaissance et avoir, n'est-ce pas, des analyses on ne peut plus précises. Moi, je pense que ce n'est que dans ce sens, ce n'est pas pour épater qui que ce soit. De toutes les façons, il y en a qui sont beaucoup plus nautiques que moi. Je crois qu'il faut regarder la chose comme ça. Colonel, je pense qu'il n'y a aucune... On va prendre 2 questions avant d'entrer effectivement dans notre agora. Dans le chantier de la connaissance, puisque c'est de la connaissance que l'on bâtit tout ce que les hommes sont en train de faire. C'est la connaissance qui fait avancer. Je reviens à un des propos que vous avez eu à tenir dans le reportage, et ensuite vous avez parlé des faits. Est-ce à dire que dans la communication des conflits, le communicateur doit donner la priorité plutôt à l'adhésion, au consentement de la population en lieu et place de l'information, la bonne, la vraie, l'objectif? Ça, c'est une bonne question parce que de toutes les façons, le communicateur et le journaliste ne sont pas sur le même tableau. Le journaliste donne l'information, il la donne de la manière la plus objective en respectant son canal déontologique et quelque peu l'éthique, pendant que le communicateur, lui, il fait que de la promotion de l'image. Aucun communicateur au monde ne peut faire une communication qui soit de nature à déstabiliser l'image de la corporation ou alors de son institution, vous comprenez. Donc il devrait trouver tous les moyens pour pouvoir ressortir dans n'importe quelle situation, notamment la situation de communication de crise, sortir son organisation pour qu'elle soit regardée toujours de la manière la plus positive et qu'elle continue à faire le travail qu'elle doit faire. Donc la communication, généralement, ce sont des stratégies que l'on prend pour améliorer l'image de marque, n'est-ce pas, de la corporation ou de l'institution. Et c'est difficile parce qu'en communication de crise, ça part toujours d'un désaccord, n'est-ce pas, entre l'émetteur et le récepteur. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans un monde où l'opinion publique, n'est-ce pas, joue un rôle on ne peut plus important et qu'à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus rester en vase clos, même des structures comme des institutions comme l'armée aujourd'hui, être obligés de communiquer parce que tout simplement, on a des comptes à rendre de manière un peu plus pressante qu'avant, hein, où le sens jacobéen de l'État
était une valeur qui était inamovible. Aujourd'hui, cette centralité est un peu contestée avec une opinion qui voudrait jouer tous les rôles. Mais vous savez, tout le monde ne peut pas commander. Il faut toujours avoir une équipe dirigeante. Et puis, les idées consensuelles, la discussion, le compromis a également, n'est-ce pas, un périmètre d'arrêt. On ne va pas laisser à la rue de diriger, on ne va pas laisser à la rue de commander. Donc, on revient toujours à ce que l'institution doit exister et elle doit être là pour le peuple, pour mieux le représenter. Oui. Non, allez-y. Mon colonel, être communicateur de l'armée en période de crise, c'est un métier comme les autres ou alors c'est un métier embarrassant, trop de pression au quotidien? Être communicateur, déjà, c'est un métier qui est embarrassant. Parce que le communicateur, justement, je pense que c'est le travail le plus difficile. Le journaliste, il est là, il doit rester en harmonie avec son éthique, la ligne éditoriale, parce que même le journaliste ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des lignes éditoriales, il y a des conduites à tenir. Mais au moins, il a quelque chose, c'est le factuel, n'est-ce pas? Il peut aller dans des analyses, il peut aller dans l'information ponctuelle. Mais le communicateur, en réalité, c'est un homme de situation qui doit, par rapport à certains événements, par rapport à ce que le management de la corporation, de l'institution qu'il doit défendre, n'est-ce pas, veut, eh bien, il doit trouver des stratégies à tout moment pour pouvoir faire évoluer, basculer une opinion ou alors conforter une opinion pour qu'il y ait toujours une intimité entre ce que la corporation pense et l'opinion pense. Donc, je pense que c'est une chose qui est très difficile et encore plus au niveau des forces de défense, le métier de communicateur est difficile parce que justement, il y a cette marge. Comment communiquer pour la grande muette? Ça, c'est difficile, mais nous sommes quand même arrivés ces derniers temps à un paradigme de la grande muette qui parle, mais ce n'est pas non plus parler à tout bout de champ. Non, il y a déjà quelque chose qui devrait vous maintenir, c'est ce qu'on appelle le secret défense, le devoir de réserve. Tout ça, ce sont des éléments avec lesquels il faut savoir jouer, il ne faut pas dire un mot de plus, il faut savoir être. Mais mon colonel, est-ce qu'en ce moment, vous faites de la communication institutionnelle ou alors stratégique, lorsque vous communiquez pour la grande muette? Non, attention, là, c'est une très très bonne question, parce que on peut faire une communication duale. On peut faire en même temps une communication institutionnelle parce que la défense est une institution. Mais dans votre cas, vous faisiez quelle communication exactement? Écoutez, je faisais la communication institutionnelle et je faisais la communication opérationnelle. Vous avez dit, colonel, qu'il ne faut pas dire un mot de plus. Faut-il dire donc des mots en moins? Est-ce qu'à ce moment, on peut encore parler de communication institutionnelle? Non, mais écoutez, quand vous faites de la communication, vous ne faites pas de la communication pour satisfaire votre ego. Vous faites la communication pour améliorer l'image de marque de l'institution. Donc, c'est à vous de trouver, n'est-ce pas, les voies et moyens pour que l'image de votre institution continue à être bien appréciée par l'opinion, par tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord la détection des cibles. C'est une démarche, voyez-vous, et elle participe de ce qu'on appelle une communication stratégique. Alors, bien, s'il vous plaît, si vous permettez, on va entrer directement dans l'agora tout à l'heure, mais permettez-moi d'annoncer, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant, nous allons passer simplement à la deuxième séquence majeure de notre programme Politoscope. Il s'agit bien entendu de l'agora, qui est une espèce de pugilat idéologique dans lequel se confrontent contradictoirement et républicains des idées pour la construction de la nation. Voici dans l'agora. Alors, mon colonel, est-ce que j'ai le droit de vous appeler mon colonel ou simplement monsieur Didier Badiek? Écoutez, je suis colonel à la retraite et en plus, je suis à la retraite mobilisable, c'est-à-dire que il suffirait que la plus haute hiérarchie m'appelle, me rappelle et je repars. Sachez que nous avons statutairement 3 années, vous êtes inscrit à la réserve mobilisable, ça veut bien dire que vous pouvez être rappelé à tout moment et ainsi vous arrêtez de faire ce que vous avez à faire et vous allez sous les drapeaux. Vous savez, je pense que c'est une consécration pour ma part, c'est un honneur de servir la nation et par les armes.
Et le métier des armes, c'est un métier qui est exaltant. Voilà, donc vous m'appeliez colonel ou alors directeur général de mon cabinet, de toutes les façons c'est pareil. Appelez-moi Didier, je répondrai toujours. Vous savez très bien que je n'ai aucun problème à ce niveau. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler simplement que l'Agora, c'est simplement tous contre un. Donc nous allons vous poser des questions et vous allez les répondre de manière précise et concise et très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de cacophonie. Non, pas de cacophonie dans tous les cas. Surtout qu'une question qui sera donnée, ou alors je voudrais dire un coup de poing qui viendra, parce que nous sommes dans un pugilat. Mais sauf que ce pugilat, il est idéologique. Comme je le disais tantôt, tout coup de poing qui viendra en deçà de la ceinture, forcément, il y aura un gong qui va résonner du côté de la régie pour sanctionner la question. Alors, en ce moment, vous serez libre de la répondre ou pas du tout. Alors, je m'avais posé la première. Alors, finalement, mon colonel, toutes ces activités-là, vous êtes à la fois le directeur général de CCP, vous êtes à la fois en train de travailler sur votre physique avec les activités physiques sportives tous les jours, et de l'autre côté vous êtes en même temps en train de mener vos activités au village agro-pastoral. Finalement, tout cela, comment est-ce que vous trouvez le temps pour gérer tout ça? Je dois vous dire que la vie d'un homme doit être pleine. Vous avez oublié aussi que je suis père de famille et que je m'occupe aussi de temps en temps des activités. Tout à l'heure, c'était Rochelle viendra. Non, je veux dire qu'on trouve du temps pour faire tout, n'est-ce pas? Si vous n'allez pas, vous ne passez pas votre temps en boîte de nuit ou dans les buvettes, vous trouvez du temps pour écrire, vous trouvez du temps pour réfléchir, vous trouvez du temps pour discuter avec des amis autour d'un pot convenablement, de manière hygiénique, vous trouvez du temps pour aller au village, regarder ce que vous avez à faire et venir. Moi, je pense que justement, c'est l'inverse qui est préjudiciable pour quelqu'un qui a eu une activité aussi intense que la mienne et qui va maintenant se reposer. Il n'y a pas de repos. Le repos, c'est lorsqu'on est à 2 mètres sous terre. Alors, mon colonel, je voudrais poser une question tout de suite. Vous avez été très impliqué dans les questions de communication au sein du ministère de la Défense. Vous avez vécu la transition entre justement cette institution qui était toujours regardée comme une grande muette et qui finalement était obligée de communiquer. Nous avons aujourd'hui une crise extrêmement importante qui vous a davantage révélé d'ailleurs par rapport à la communication dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest. Je voudrais poser la question de savoir, vous, qui êtes présenté aujourd'hui comme un stratège, indépendamment des rôles que vous avez joués, est-ce que le Cameroun est en guerre dans les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest? Écoutez, au sens polémologique, on parle d'une guerre lorsqu'il y a des belligérants. Et il se trouve que les forces conventionnelles aujourd'hui ont affaire à un groupe de terroristes qui refusent l'ordre constitutionnel et qui s'attaquent aux populations. Et à partir de ce moment, on mène des actions qui sont de nature, n'est-ce pas, à protéger les populations et à protéger l'intégrité territoriale, parce que tout est prononcé sous forme d'irrédentisme. À partir de ce moment, je ne sais pas, on ne va pas polémiquer sur les termes, il y a bel et bien des actions défensives, n'est-ce pas, qui sont menées de nature à pouvoir empêcher à ces groupes terroristes, n'est-ce pas, de prospérer dans leurs objectifs. Ça s'appelle une guerre. Je sais pas, moi je ne pense pas que ça a lieu on ne va pas parler, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions qui sont élastiques sur le plan polémologique, comme je disais. On parle de guerre hybride, on parle de guerre asymétrique, on parle de guerre irrédentiste, on parle de guerre interétatique. Tout cela fait que quand même, c'est un conflit qui est armé aujourd'hui. Dans le cas d'espèce, où est-ce qu'on peut catégoriser cette crise anglophone, dite anglophone? C'est une crise qui est politique, politico-sécuritaire. C'est-à-dire que ça part d'un élément social sous fond politique, puisqu'il y a des revendications irrédentistes, et que ça affecte la sécurité. Donc, il ne s'agit pas d'une guerre asymétrique. On parle, vous savez, c'est des terminologies qui sont
qui sont appropriés à chaque auteur. Hein. Si vous voulez être puriste de la polémologie, c'est assez complexe de se prononcer là-dessus. Quelqu'un qui est de l'extérieur vous parlera par exemple de guerre, mais ici on parlera de conflit. Vous parlerez, certains parlent de conflit dans des zones anglophones. Moi par exemple, je m'oppose à ce conflit des zones anglophones, parce que je ne sais pas qui est anglophone au Cameroun et qui est francophone. Je sais que c'est une crise, pour ma part, une crise politico-sécuritaire qui sévit dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui n'ont pas la particularité d'être anglophones. Je pense que c'est même à partir de ce moment-là qu'on se floue un peu sur la typologie même de cette crise. Colonel, vous avez dit tantôt que vous ne savez pas qui est anglophone, qui est francophone. Ma lecture de la situation, c'est que celui qui se sent anglophone, c'est celui qui, par l'histoire, a des ascendants qui sont dans cette région et qui vient. Il peut même parler français, mais il se sentira anglophone parce que l'histoire a fait les choses de cette manière. Je voudrais d'ailleurs ajouter à propos que je crois qu'il faut serrer quand même le concept d'anglophonie, parce que justement, vous l'avez dit, en fonction des bords, les uns et les autres tirent de l'autre côté, parce que l'anglophonie dont il est question ici, vous le savez très bien, il s'agit en fait de ces personnes-là qui se revendiquent d'un point de vue ethnique par rapport au fait que après 1916, où on a divisé le Cameroun, on a reparti le Cameroun suivant deux puissances étrangères, il y a des personnes qui ont vécu une certaine culture et qui aujourd'hui, si vous voulez, revendiquent un peu cette culture. Ça peut être un autre débat sur la pertinence de cette revendication, mais c'est au moins un fait. Est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de régner justement cet aspect de la chose participe à enliser cette crise qui finalement aujourd'hui coûte beaucoup trop cher, ne serait-ce que du point de vue économique et même humanitaire au Cameroun? Moi, si la question m'est réservée, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que l'histoire se fige justement à certaines dates particulières. Vous savez comment est-ce que l'Afrique a été découpée de manière arbitraire suite aux événements que vous connaissez. Bon, je ne vous arrête pas, on va lire quand même quelques messages qui viennent d'arriver, parce que la dernière fois on n'a pas eu le temps, on va les lire au fur et à mesure. S'il y a des questions, vous allez répondre. C'est aussi ça, l'émission, elle est donc interactive. C'est M. Roland qui dit bonsoir à tous, particulièrement à M. Badiek. Je me nomme Roland, voilà, je l'ai dit, depuis le Nord. J'aimerais savoir ce que Didier conseillerait aux jeunes qui voudraient être comme lui. Je crois que ce n'est pas pour la thématique du jour. Alors, poursuivez, ou alors je prends encore ce message. Bonsoir à vous le plateau. Le colonel Badiek est un grand homme de mérite. On devrait créer un centre pour les têtes pleines, comme celle du colonel, au lieu où nous les jeunes irons, le lieu où nous les jeunes nous irons nous ressourcer. Vraiment bravo. Bon, ce sont des félicitations. Vous suivez s'il vous plaît. On parlait du caractère linguistique de la crise. Oui, du caractère linguistique de la crise. Moi, je trouve que ce n'est pas fondé parce que l'histoire ne peut pas être découpée seulement à partir d'une date. Il faut aller un peu plus... Et puis, l'histoire des réunifications aujourd'hui, vous savez que ça valse. Vous avez vu l'Allemagne. L'Allemagne a un passé récent, n'est-ce pas? Il y avait la République démocratique, la République fédérale. Aujourd'hui, ils se sont reconstitués. Donc, il faudrait partir de ce qui a été positif, n'est-ce pas, dans la réunification de ces deux entités. Moi, je pense que ce qu'il faudrait savoir, n'est-ce pas, c'est que c'est de nos diversités que résident nos richesses. Vous savez, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait comme ça que si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est ça. Et à une certaine époque, on a bénéficié justement de cette diversité. Moi, je dois vous dire comme ça, parce qu'il faudrait aussi que les téléspectateurs puissent nous comprendre. On n'est pas venu ici faire des débats systémiques, mais que nous puissions être à la hauteur de ces téléspectateurs. Moi, je m'en vais vous dire un peu quelle a été mon enfance. J'avais un voisin qui était Bamléké, qui s'appelle Ngahan, qui d'ailleurs est préfet, je ne sais pas s'il est toujours d'ailleurs en France. En France, oui. Voilà, il était Bamléké. J'ai un grand ami depuis toujours qui est Douala, qui s'appelle M. Kolojac. J'ai un ami qui s'appelle Mbolo. Nous sommes rentrés dans la mer de l'air ensemble. Il est pilote aussi comme moi, il est Eton. Vous voyez, on n'avait pas ces repères. On avait un moyen de communiquer ensemble. C'était cette langue que nous étudions, c'est-à-dire le français, parce que c'était nos habitudes depuis. Aujourd'hui,
moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille réveiller des démons qui ne nous servent à rien alors que nous devons progresser. Est-ce que notre État n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, de cette diversité et est allé de l'avant? Moi c'est la question qu'il faudrait se poser. Sauf que, colonel, des gens ont pris des armes pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Faut-il nier? Et donc, selon vous, la solution devrait être militaire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Premièrement, moi, je ne parle pas de politique en dehors de mes cas de consultation. C'est-à-dire que je ne peux pas donner mon avis. Vous savez, je suis encore sous les drapeaux, donc j'ai un devoir de réserve. Donc, sur tout engagement et toute orientation politique, je ne peux pas la faire découvrir en public. Ça, c'est une précaution qu'il faudrait qu'on se donne. Et je vous saurai infiniment gré des dispositions qui évidemment, c'est clair, hein, en vue de me comprendre, n'est-ce pas? On pourrait peut-être faire une analyse. Voilà. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, docteur René Yatio, c'est que il y a une crise qui existe. Je ne suis pas du bord de ceux qui pensent que la solution de cette crise sont militaires. Aucune crise dans le monde aujourd'hui, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, ne peut avoir de solution militaire. Mais aujourd'hui, souffrez quand même que les forces de défense doivent être capables de jouer leur rôle au lieu d'assister, n'est-ce pas, avec l'attitude stérile du spectateur, à la désagrégation, n'est-ce pas, du tissu social et économique de cette région. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'intégrité territoriale. C'est une mission régalienne qui est dévolue exclusivement aux forces de défense, n'est-ce pas? Vous savez que les missions régaliennes, n'est-ce pas, ne peuvent être que menées par, n'est-ce pas, par l'État. C'est pour ça qu'elles sont régaliennes, ça vient de roi régalienne. Alors, colonel, je voudrais rappeler quand même que je pense qu'il faut qu'on se comprenne. On ne demande pas de partager ici peut-être des opinions politiques, mais nous posons la question à celui-là qui apparaît comme un stratège, comme un analyste de la situation, peut-être de l'extérieur, avec ce recul qu'il a aujourd'hui. C'est dans cette posture-là qu'on pose des questions. Et justement, par rapport à cette question, je comprends bien quel est le positionnement que vous donnez et je suis parfaitement d'accord avec toi dans la perspective que aucune crise ne peut avoir pour seule solution que la dimension militaire. Mais évidemment, lorsque le Cameroun est attaqué de quelque manière que ce soit, il est important qu'il y ait une riposte. Alors, ça fait près de 40 mois aujourd'hui que cette crise perdure, que l'armée a déployé. Nous condamnons toutes les tueries et les morts. Nous avons perdu plusieurs personnes aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur un aspect surtout économique par rapport à cette crise? Les conséquences, elles sont graves. Vous savez, c'est une région qui a énormément perdu et qui avait des atouts économiques, je crois que je parle sous le contrôle du docteur, qui avait des atouts économiques appréciables. Aujourd'hui, c'est un retard. Et c'est un retard pour l'ensemble du développement du Cameroun, parce que chaque région du Cameroun apporte sa contribution dans l'élan de croissance du pays. Donc, je voudrais dire comme ça que, vous savez, lorsque on a un discours, vous avez vu lorsque le Premier ministre est descendu dans le nord-ouest et le sud-ouest récemment, vous avez vu quel était l'élan d'enthousiasme de toute la population. Cette population veut la paix, mais elle est tenue aujourd'hui en otage par un petit groupe, n'est-ce pas, de bandits, il faut le dire, parce que... Est-ce qu'ils sont identifiés? Est-ce qu'aujourd'hui on connaît le nombre de personnes qui sont en prison? Oui, ils sont identifiés, on fait des études à ce niveau. Moi d'ailleurs j'ai fait une étude à ce niveau, j'avais dans la parution du dernier magazine Hommage à la République, j'ai fait une étude dessus. Ce sont des groupes qui sont disséminés dans la forêt. Malheureusement, la symétrie veut que le jour vous pouvez être un villageois ordinaire et que la nuit vous preniez des armes, ou alors à la faveur d'une distraction, vous allez vous contourner, vous prenez des armes et vous commencez à tirer à boulet rouge sur des gens. Donc voyez-vous, c'est un combat qui est difficile, parce que en plus de cela, l'armée doit pouvoir travailler avec un souci permanent de séduction, c'est-à-dire que c'est la même armée qui doit travailler, qui doit montrer à la population qu'elle est là pour travailler pour elle. Et c'est pour ça que c'est un non-sens aujourd'hui de croire que l'armée commet des exactions. Elle n'a aucun intérêt à commettre des exactions, puisqu'elle voudrait les renseignements, et c'est pas le renseignement qu'elle peut avoir du succès sur le terrain. Mon colonel,
effectivement, la descente du Premier ministre dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest était salvatrice du point de vue de l'opinion publique et même des populations qui ont apprécié, bien sûr, cette descente. Mais sauf que quelques jours, quelques semaines après, on a vu une espèce de remontée des exactions. Alors finalement, qu'est-ce qui peut expliquer cette escalade, à votre avis? Là, je pose la question aux stratèges. Eh bien, je dois vous dire quelque chose. Si vous aviez cru un seul instant que ces forces, nous appelons les forces d'opposition, c'est tout ce qui est contre, n'est-ce pas, la structure conventionnelle. Si vous croyez que ces forces d'opposition sont stupides, vous vous trompez. Et c'est justement l'erreur à ne pas faire. Lorsqu'on va dans ce genre de chemin, n'est-ce pas, d'escalade, il faut savoir déceler les centres de gravité de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Et vous allez voir, j'ai appelé ça dans mon discours, n'est-ce pas, l'échelle d'attrition. Ne pensez pas que la crise du nord-ouest et du sud-ouest ne peut pas être liée, comme par extraordinaire, à la crise, en fait, à la guerre contre Boko Haram. Vous savez, nous les stratégistes, on pense à des choses qui sont irréalisables, mais qui peuvent avoir de la consonance. Est-ce que vous pouvez partager? Je voudrais partager justement. Nous commençons en 202014, c'était pour vous dire quand est-ce que la guerre contre Boko Haram commence. On a déclaré la guerre le 17 mai 2014 à Paris. Eh bien parce que nous étions agressés. Le chef de l'État déclare la guerre ouvertement à Boko Haram. C'est son devoir et sa responsabilité constitutionnelle et on se défend. Oui. C'est une guerre qui au départ, je pourrais dire, qui était symétrique. Parce que Boko Haram est constitué en armée. C'est des bataillons, des compagnies qui viennent attaquer nos structures. Et nous résistons, nous faisons mieux que résister. Et nous restons même au front de la période de mai 2014 à novembre 2015. Vous savez, la guerre contre Boko Haram, je l'ai vécue. Je ne l'ai pas vécue derrière un bureau, sur le terrain. Et nous repoussons ces attaques permanentes sur Kolfata, Ashigashia, Kerawa. Cette partie, c'était une zone absolument chrysogène. L'armée camerounaise réussit à repousser l'ennemi. À partir de novembre 2015, Boko Haram change de stratégie. On détruit, n'est-ce pas, leur dispositif de façon significative et ils se disent que non, ils ne peuvent pas arriver à leurs prétentions aussi facilement qu'ils l'ont fait. Et je me souviendrai encore de ce message du chef de l'État qui, devant le fait que le Cameroun se trouvait seul, n'est-ce pas, sur cette partie transfrontalière, il dira qu'à menace globale, riposte globale. Et ça a été un peu le précurseur de la création de la FMM, la force multinationale. Vous comprenez, la force. Et donc les pays de la ligne de front vont quand même, pour la première fois en Afrique, ça fait, c'est un peu la thématique de ma thèse, constituer une sécurité collective ponctuelle qui a quand même fait ses preuves. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, la force africaine en attente, c'est une structure qui est toujours en devenir, n'est toujours pas opérationnelle. Est-ce qu'elle est adaptée même, n'est-ce pas, à la typologie des menaces actuelles? J'hésite à le croire. Donc, nous allons certainement poursuivre avec non, c'est très important, Carole, ce que je suis en train de dire, parce qu'il a posé une question. Le lien. Mais dès que le Cameroun, donc dès que le Cameroun réussit à contenir cette menace, vous avez d'autres menaces corollaires qui interviennent avec comment on les appelle encore, les braconniers, qui nous agressent systématiquement et qui se heurtent à des unités aussi puissantes que celles du BIE. Et c'était pas donné. On réussit à les repousser. Pendant ce temps, vous avez quand même le littoral qu'on oublie toujours. Mais je dois vous dire que, n'est-ce pas, notre littoral aujourd'hui est le plus sécurisé. Et il y a un très faible taux d'occurrence d'attaque dans cette zone. Et c'est dans ce contexte que la crise anglophone, on a l'impression qu'il y a une main invisible qui veut créer une élongation opérationnelle pour fatiguer nos forces, mais la résilience est camerounaise. Et on ne doit pas dire que c'est seulement l'armée camerounaise qui le fait, c'est toute la population, c'est vous, c'est moi, les contribuables que vous êtes, ont réussi à soutenir cette guerre. Et je dois vous dire un peu, parce que ça fait mal,
si jamais on avait récupéré, investi tout ce qu'on a investi. Effectivement, je voulais dire que c'est quand même la population qui souffre. Colonel, je voudrais vous dire... Juste une dernière question, on va passer rapidement. Oui, je voulais demander quand même au colonel, quand il parle de mains invisibles, ça voudrait dire qu'il y a comme un plan ou dit à l'extérieur quelque chose de géopolitique même qui se trame contre le Cameroun, c'est ce que vous voulez dire? Alors permettez au colonel de respirer le temps justement de prendre cet élément à la régie. On reviendra toujours dans l'agora. On va donc rentrer du côté de la régie pour prendre les grandes unes. Bien, apparemment, justement, n'est pas encore calé. Pour que ma question ne disparaisse rapidement, tout à l'heure, le colonel parlait des forces, de la force multinationale. Je voulais lui demander quelle est la sincérité des forces multinationales à défendre sincèrement les pays africains. Je voulais prendre rapidement le cas de la Centrafrique où Sangaré c'est là, le cas du Mali, le cas du Tchad, du Niger et tout ça. Quelle est la sincérité de ces forces, puisque quand on sait qu'il y a 22 000 casques bleus en RDC et chaque jour il y a des tueries de masse chaque jour. Quelle est la sincérité des forces multinationales à défendre les pays africains? Bon, déjà là, ce sont des forces d'interposition qui interviennent dans le cadre d'une vectorisation new mode. Qui peuvent laisser C'est-à-dire que l'ONU arrive. Est-ce que finalement ces forces-là viennent pacifier le territoire ou deviennent plutôt un caillou dans la chaussure de ce même territoire? Quel que soit le cas, vous savez que c'est le Conseil de sécurité qui a vocation aujourd'hui d'établir la sécurité partout dans le monde. Et que son bras séculier, n'est-ce pas, ce sont les soldats de la paix, du maintien de la paix. Donc la première étape, c'est toujours de faire de l'interposition pour arrêter. Et puis après, on revient à la paix, on essaie de voir les mécanismes. Sauf que la problématique de la sincérité demeure. Aujourd'hui, la problématique, c'est difficile, mais c'est pour ça que... les groupes armés en Centrafrique se sentent libres de commettre des exactions. Vous savez, même au niveau de la défense, le cadre d'exécution, n'est-ce pas, de la défense, même au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, est un cas de subsidiarité par rapport à l'Organisation des Nations Unies. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut avoir les moyens de notre politique. L'OTAN ne demandera jamais à l'ONU l'autorisation de se défendre ou pas. Non, je pense qu'il faut aller un peu plus, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Savoir que pour que nous soyons autonomes, il nous faut beaucoup plus de profondeur stratégique, notamment l'industrie de l'armement, notamment des financements, parce que vous ne pouvez pas être financé par des gens qui, par la suite, vous laissent faire ce que vous voulez. Et puis, il faudrait savoir que toutes les orientations qu'on va vous donner iront dans le sens de leurs intérêts. Et je dois également vous faire souligner comme ça que lorsque on fait une superposition de la carte, n'est-ce pas, chrysogène en Afrique, vous allez vous rendre compte que, n'est-ce pas, les crises sont beaucoup plus denses du côté, n'est-ce pas, des régions qui sont les plus riches. Donc, vous comprenez que, n'est-ce pas, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui, c'est plusieurs auteurs de stratégie. Bien, bonsoir, un message, bonsoir. Le colonel Badek est un grand homme, mais quand un peuple souffre et a soif de changement, faudrait qu'il se range derrière lui. Changeons le Cameroun. C'est un message qui n'a pas été signé. Alors, je rappelle simplement aux téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'appeler à travers les SMS et WhatsApp. Bien entendu, les numéros sont donc affichés. Nous rentrons du côté de la régie. On se retrouve juste derrière. Nous ouvrons avec le journal Le Jour qui, dans sa publication du 18 juin, a mis au devant de la scène le MRC, la craque au faciès. Nous avons relaté les faits. Interpellé par la Commission nationale de la communication, le CNC, le journal Le Jour répond aux interrogations du public. Essomba Abena, directeur du journal La République, presse, coule d'encre et de salive pour le MRC. Il titrera en grande une « Incitation à la haine, le faciès du mal ». Faisant allusion à la grande une de la parution du 13 juin 2019, qualifiant la répression de la 1e marche insurrectionnelle du MRC, perpétrée le 8 juin dernier, de traque faciès. Selon le journal, il vient de plus en plus épaissir le nuage des connivences autrefois présumées entre le directeur du journal Le Jour, Aman Mana, et certains acteurs de déstabilisation du Cameroun. Le quotidien épervier, pas très loin de ses confrères,
parlera d'une incitation à l'extrémisme tribal, axe du mal. Le MRC et Aman Mana prônent l'idéologie insurrectionnelle. Stop à la manipulation. Il n'y a jamais eu de crack aux faciès au Cameroun. Lorsque la déstabilisation à travers la marche échoue, ces hommes bonimenteurs, adeptes au chaos, saisissent le côté tribal avec l'espoir qu'il portera des fruits. Parlons à présent des législatives et municipales camerounaises. Le tabloïd La Nouvelle Expression titre donc en grande une sur ces législatives et municipales la prorogation confirmée. Comme La Nouvelle Expression l'avait annoncé en exclusivité dans son journal du 12 juin dernier, eh bien, le mandat des députés et des conseillers municipaux va bénéficier d'une nouvelle prorogation. Le journal La Nouvelle, quant à lui, dira municipale législative, le RDPC face au dilemme du choix des candidats. C'était donc à lire en page 2 de ce journal. Et en cette période où les élèves des classes d'examen affrontent les épreuves des examens officiels BEPC, bac et probatoire, le journal Mutation a mis à son grand de une du 18 juin dernier, examen officiel 2019, la crabnigo des fake news. Les candidats désorientés par les réseaux sociaux, une désinformation qui commande des ajustements. Faisons un tour dans l'économie camerounaise. C'est avec le journal L'Économie qui s'intéresse à la logistique en mentionnant le report du dépouillement des offres de concession au port de Douala, internationalement prévu le 18 juin. La phase finale de sélection des futurs gestionnaires du terminal à conteneurs de la place de la capitale économique du Cameroun aura lieu mardi le 2 juillet 2019. Intéressons-nous à présent au bi-hebdomadaire La Météo qui parle de malgouvernance avec André Noël Essian qui sème la désolation à 100 millimètres. Selon le journal La Météo, la simple rumeur d'une prorogation du mandat des maires atterre particulièrement les populations du chef-lieu du département du Dia et Lobo. Le quotidien Infomatin de Dieudonné 20 va tirer dans son journal du 19 juin 2019 sur les chantiers de la canne Motazeux Ngano Djoumessi, Bidongpat, zéro audition pour le TCS. Des adeptes de l'Intox investissent la toile pour nuire à ses personnalités et polluer le public. Les détails ont donc été révélés dans la page croix de ce journal. Refermons cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune qui, dans sa parution du mardi 18 juin, exhibe 17 militaires tués à Darak, une journée de deuil national instituée. Un décret du président de la République, signé le 17 juin, déclare le vendredi 21 juin 2019, journée de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de Boko Haram perpétrée dans la nuit du 9 au 10 juin dernier. De votre aimable attention, merci. Pour l'histocopiement vôtre, à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de Merci donc à Rochelle Oyana pour la page de la revue des grandes unes. Alors, mon colonel, nous parlions tout à l'heure de la communication stratégique et par rapport bien sûr à la revue des grandes unes, nous avons vu un peu avec les flèches très rouges qui s'abattent sur Aman Mana quand même, qui a titré, ou alors donné un titre qui semble quand même un peu déranger les uns et les autres. Je voudrais dire qu'ils semblent mitigés au sein de l'opinion publique. Alors vous, comment est-ce que vous avez apprécié ce titre? S'agissant toujours de la communication. Moi, de la communication, bon là, il n'a pas fait de communication, il est plein dans l'information et puis il soutient des idées. Donc vous, le communicateur, comment vous appréciez? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas apprécier tout ce qui tend, n'est-ce pas, à accélérer l'irrédentisme au Cameroun, la guerre tribale. Au contraire, c'est des messages doux. On voudrait d'autres messages aujourd'hui au Cameroun. Et les hommes ressources ont cette responsabilité. Les journalistes que vous êtes, les communicateurs, les hommes de science, on est là pour trouver des voies et moyens pour reconquérir et retrouver notre Cameroun de paix qu'il a toujours été. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ici, son titre a été simplement mal interprété? Déjà, je ne suis pas... je vais vous dire très honnêtement que j'ai lu le titre, n'est-ce pas?
et que... Vous n'avez pas poussé l'analyse. Oui, je n'ai pas poussé l'analyse, je ne suis même pas allé à l'intérieur, mais je sais, avec tout ce qui est... Surtout que c'était un monsieur sérieux quand même. Ça, c'est... Je ne qualifie pas les journalistes ici. Moi, vraiment... Après l'opinion, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'opinion qui... Ça dépend, vous allez voir... C'est vrai qu'il y a plusieurs opinions à la fois. Je pense qu'il ne faut pas faire ce genre de débat. Là, c'est ce qui vous prouve que nous sommes en démocratie et qu'il y a une liberté de la presse ici, que les gens disent ce qu'ils veulent. Et moi, je dis que quand même, en ce moment-ci, il faudrait prendre des précautions lorsque l'on écrit pour l'opinion, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas heurter cette grande capacité que le peuple camerounais a, n'est-ce pas, à retrouver la paix. Alors, mon colonel, tout à l'heure, avant qu'on aille à la revue des titres, vous tentiez de donner une cohérence d'ensemble dans les différentes crises auxquelles le Cameroun fait face ces temps derniers. Finalement, qui en veut au Cameroun et pourquoi? Je ne donnais pas une relation forcée, c'est-à-dire que les crises peuvent avoir d'autres origines. Lorsqu'on regarde les typologies, effectivement, ils peuvent avoir des causes éloignées. Mais moi, permettez-moi quand même d'être surpris que le Cameroun soit le morceau choisi de la confluence de toutes les crises qui Mais vous, le géopolitique, expliquez-nous dans ce phénomène. Le géopolitiste que vous êtes. J'ai essayé de dire... Est-ce la position stratégique du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas des problèmes aussi internes qui peuvent provoquer ces crises? Déjà, il faudrait que la région remercie le Cameroun, parce que le Cameroun est un verrou stratégique sur le plan sécuritaire. Imaginez-vous que le Cameroun saute aujourd'hui, eh bien, tous les courants terroristes que vous connaissez partiront de l'Ouest pour rejoindre Al-Shabaab et diviser l'Afrique en deux. Et c'est pour ça que le Cameroun doit bénéficier des aides, n'est-ce pas, et de la coopération de ces pays-là aujourd'hui, au lieu qu'on nous tire dessus. Ce que vous dites, n'en bénéficient pas. Colonel, vous trouvez qu'ils n'en bénéficient pas, et on a l'impression que vous demandez un chèque en blanc, pratiquement. Non, quel chèque en blanc nous demandons? Quand vous dites qu'ils bénéficient des aides systématiquement. Je vais déjà vous dire que je ne fais pas la communication du ministère de la Défense ici. Il y a un communicateur au ministère de la Défense, il faut le respecter. Nous analysons l'affaire sur le plan global. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'analyse ça sur le plan global, mais je dois dire qu'il n'y a aucun pays en Afrique aujourd'hui, en Afrique noire notamment, qui reçoit de plus d'attrition que le Cameroun reçoit aujourd'hui, et que ça a une relation de cause à effet forcément, et que le Cameroun a quand même démontré sa grande résilience par rapport à ces attaques, n'est-ce pas, à ces menaces protéiformes aujourd'hui qui frappent de manière omnidirectionnelle. Donc c'est quand même, moi je vais parler de surprise. Mais on peut étudier ces crises dans leur typologie en profondeur et voir toujours qu'il y a peut-être des choses qui sont poussées. Vous savez, ce n'est d'un secret pour personne que la crise anglophone aujourd'hui, elle est alimentée par certains membres de la diaspora. On le sait. Et on sait que ces personnes, n'est-ce pas, agissent de manière souvent... et ne sont pas inquiétés, n'est-ce pas, dans certains pays qui aujourd'hui se disent traquer le terrorisme. Ce sont ces pays qui nous apportent de l'aide, mon colonel. Finalement, est-ce que cette aide-là, finalement, c'est le pas Cameroun a bâti, je dois vous dire que le Cameroun a bâti d'abord sa stratégie, une certaine autonomie stratégique. Vous comprenez, n'est-ce pas, que vous savez que nous sommes tous au front, nous n'avons pas de coopération, nous n'avons pas de militaires étrangers au front, nous dépendons. Mais sur le plan économique, nous sommes dépendants. Oui, nous sommes dépendants, c'est un jeu. Ce n'est pas le docteur qui va me... On est reparti. Mon collègue, je voulais prendre... Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret. Exactement. Que ce soit l'Afrique en plein développement. Et si on n'avait pas fait, en passant, n'est-ce pas, d'économie, imposer cette économie rentière en Afrique, on serait industrialisé. Vous savez quel est le cycle de la néocolonisation aujourd'hui. On ne prête qu'aux riches, ça veut dire que nous sommes riches, mon colonel. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que... Non, écoutez, soyons sérieux, n'est-ce pas? Notre économie est rentière aujourd'hui, comme la plupart des économies africaines, et que nous sommes en train aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces plans-là. Vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on a orienté des investissements vers l'autonomie énergétique, c'est pour qu'on rentre dans cette phase d'industrialisation, qui est la seule phase aujourd'hui qui va... Il faut rappeler que le PIB étant souhaité depuis plus de 10 ans à deux chiffres, nous en sommes encore à moins de 5%. À qui je réponds? Je voulais juste renchérir un peu vos propos. Il faut quand même rappeler que le PIB que nous souhaitons de tous nos voeux à deux chiffres depuis plus de 10 ans, nous en sommes toujours à moins de 5%. Vous dites depuis plus de 10 ans, je dois vous dire que le Cameroun est en guerre depuis 1994.
Est-ce que vous croyez? Attendez, laissez-moi vous dire que, n'est-ce pas, si on n'avait pas eu de guerre, on aurait ajouté à peu près 2,5 points, n'est-ce pas, sur notre pays, sur notre croissance, à ce qui était espéré. Non, mais la guerre a également des facteurs endogènes. Le docteur Yacho relevait là tout à l'heure, il y a des éléments internes qui sont favorables justement à cette crise. Lorsque nous prenons, vous l'avez dit vous-même, que la crise, par exemple, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont des crises sociopolitiques. Ça veut dire qu'il y a un sous-bassement social qui, si vous voulez, crée des conditions favorables à l'expansion de cette guerre. On peut apprendre également le cas de Boko Haram dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions que vous connaissez très bien pour avoir été au front. Moi, j'ai également visité des zones de ce côté-là. C'est des zones où dégouline la misère, la pauvreté. Et vous convenez avec moi que c'est des espaces, c'est des taureaux qui sont propices justement à ce type de discours idéologique parce que les gens manquent suffisamment de compréhension et de discernement pour pouvoir repousser cela. Est-ce que vous éludez, si vous voulez, les conditions ou les facteurs exogènes qui peuvent être ou encourager justement ces crises-là? Une chose est sûre, c'est que dans les résolutions qui sont proposées, on a un penchant important, n'est-ce pas, pour des solutions sociales et économiques. Vous avez vu les plans. Par là, par les solutions. Donc on doit dire ici là que je pense que c'est l'Afrique est pauvre. Le Cameroun est un pays d'Afrique. Nous sommes en train d'aller vers l'émergence. Il ne faut pas, c'est pas un langage de démagogie qu'on vient faire ici. En tous les cas, vous n'êtes pas un homme politique. Moi, je suis pas un homme politique, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous essayons de faire ce que nous pouvons. Peut-être que ça pourrait être mieux, mais nous avançons à notre rythme. Oui. Il faudrait, comparaison n'est pas raison, il ne faudrait jamais comparer ce que nous sommes et ce que les autres sont. Aujourd'hui, vous allez comparer le Cameroun. Déjà, vous donnez, moi j'ai été pilote. Je me suis posé dans presque la plupart des pays d'Afrique. Je sais ce que c'est que l'Afrique aujourd'hui. Lorsque vous regardez le Cameroun, soyez fiers de votre pays. Déjà, cette fierté doit déjà commencer à vous empêcher de le détruire. Vous avez combien de grandes villes au Cameroun? Vous avez tous les chefs-lieux de région qui sont des villes importantes. Je ne veux pas citer des pays pour nous rentrer dans des chocs diplomatiques ici, mais vous avez dans certains les cas des pays africains, la capitale et une autre ville et c'est terminé. Mon colonel, là, vous allez en Balmayo que vous allez trouver... Vous agressez à qui, mon colonel, là? C'est un homme politique. Parce que là, vous agressez à qui? Non, c'est un homme politique. J'ai l'impression d'écouter un homme politique. Non, ce que je voudrais dire, c'est que le camerouno-pessimisme doit tout disparaître. Si on ne peut résoudre rien du tout... Ça, nous l'avons compris. Ça, c'est ce que je veux dire. Il faut d'abord être d'accord sur ce qui ne va pas. Non, les constats que vous posez sont légitimes si jamais vous les avez étudiés, les analyses. Et aujourd'hui, c'est ça un peu la force d'un think tank, la force des études. Si vous avez quelqu'un qui vous caresse toujours dans le sens du poil et vous dit que vous êtes beau, vous ne verrez jamais que vous avez en lady, n'est-ce pas? Nous allons rentrer un peu dans la diplomatie. Vous êtes un internationaliste par ailleurs. Alors, est-ce que ce que nous avons vu les dernières incursions des Occidentaux, ou si vous voulez, hein, des puissances étrangères au Cameroun liées toujours à la crise dite anglophone, est-ce qu'on peut qualifier cela d'une espèce d'ingérence quand même, ou alors le Cameroun serait-il devenu la proie des Occidentaux? Vous savez que là, nous sommes en diplomatie, que c'est un domaine, ce domaine réservé du chef de l'État, et que je suis à la réserve mobilisable, donc je ne peux pas m'exprimer. Finalement, alors... Non, ce n'est pas finalement. Finalement, vous êtes venu à l'émission? Non, monsieur Bonono, quand je venais, vous saviez que je suis le colonel Bajek à la retraite, mobilisable, et qui ne peut pas s'aventurer sur des problèmes qui ne sont pas les siens. Je peux faire des analyses. Venez me voir, on va discuter. Colonel, revenons sur le chantier de la communication. Voilà. Vous avez dit que dans les conflits, il y a parfois des belligérants qui se connaissent. Vous savez que les conflits, je ne vous apprends rien, lorsque c'est deux armées régulières, elles peuvent être antisociales, ces armées, mais elles ont également des codes qui sont les codes sociaux acceptés et respectés par tous. C'est-à-dire que vous allez soigner votre ennemi. Mais lorsque vous êtes donc devant des ennemis qui sont évanescents, quel type de communication doit-on développer? Déjà, quand je vous parle de communication stratégique, c'est toute une étude qu'il faudrait mener. Il faut déjà avoir la typologie de la menace, du contexte, n'est-ce pas? Faire une analyse stratégique et savoir vers quoi. Pourquoi est-ce qu'on doit communiquer? On ne communique pas à l'aveuglette. Vous avez un ennemi qui est évanescent, mais qui est géré. C'est ce que j'étais en train de dire. Derrière ces gens, il y a toujours quelque chose.
Et vous avez des thématiques sur lesquelles vous devez communiquer. Je vais vous donner plusieurs thématiques qui ont animé, par exemple, tout le continuum de la guerre contre Boko Haram. C'était d'abord le principe de la guerre asymétrique, les kamikazes. Après, on est tombé dans les droits de l'homme, on est tombé dans les exactions, on est tombé dans le professionnalisme. Ce sont des thématiques que l'on prend. On essaie de voir, donc le communicateur doit voir comment est-ce qu'il devrait orienter sa communication. Juste une légère pause, hein, on reviendra. Avant la pause, il y a une dernière question. Parce qu'après la pause, M. Bouel, on ira aux solutions. Je voulais poser une dernière question. Vraiment 30 secondes. Oui, au colonel. La Coupe d'Afrique des Nations débute dans 3 jours. Ce sera en Égypte, pas au Cameroun. Je voulais seulement demander au colonel, est-ce que ces multiples crises ont eu un impact sur le retrait de la CAN au Cameroun finalement? Moi, le coup d'envoi devait être de oui, ce n'est pas la raison. J'ai peur que M. Bono dise encore que je suis politicien. Mais moi, déjà au départ, j'avais dit que cette histoire était mal embarquée parce que vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain de 16 équipes à 24 équipes. Mais vous avez accepté le Non, attendez. Oui, c'était un challenge. Vous savez, le Camerounais, c'est un grand homme. Hein? Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez qu'il fallait faire? Que refuser? Mais nous avons prouvé. Et moi, je vous dis que si on avait accéléré le chantier au même rythme, on aurait pu l'organiser. L'Égypte qui l'organise là, non, ce n'est pas la faute. Je pense qu'on a préféré donner toutes les chances pour une organisation, une bonne organisation, une meilleure organisation. Et il faut prendre ça. Quand moi je regarde le stade Olembe, je regarde le stade de Diapouma, non, c'est des bons structures. Nous serons prêts en sachant, je dis, le Camerounais est quand même incroyable. C'est lui qui voit tout en pessimisme. On lui dit que nous avons des grandes villes, on nous arrête tout de suite, on dit qu'on est politicien. On dit qu'il n'y a pas de routes. On dit que les routes sont gâtées. Les routes sont gâtées. Mon colonel, il y a des précédents. S'il vous plaît, il y a des précédents. Du côté de la régie pour prendre le Vox Pop. Alors le Vox Pop est structuré autour de la question, à votre avis, comment peut-on envisager la résolution de la crise dite anglophone? Nous suivons. Là, pour qu'il y ait la paix au Cameroun, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Ce n'est que cela. Donc, il n'y a pas autre chose. Tu sais, quand il y a un problème et que les deux parties ne s'entendent pas, les armes ne résolvent vraiment rien. Donc, il faut que les deux parties s'asseyent pour pouvoir dialoguer et trouver un processus stable. Ce n'est que ça. Mon humble avis, le gouvernement devrait déjà en premier plan commencer par dialoguer avec les sécessionnistes pour essayer de comprendre le comment du pourquoi. Et aussi en second plan, ils devraient essayer de comprendre leur point de vue, essayer de cerner, de comprendre les raisons pour lesquelles ils se comportent ainsi. Et à la fin, tabler et ressortir des solutions vraiment très sérieuses dessus. Un conflit, à un moment donné, il faut pouvoir s'asseoir, dialoguer et trouver quel est le point de discorde. Et quand on a trouvé la pomme de discorde, on peut facilement résoudre le problème. Il faut d'abord identifier les différentes parties. Bon, le gouvernement va dialoguer avec qui? Il faut d'abord connaître avec qui on va dialoguer. Et quand on sait avec qui on va dialoguer pour pouvoir arrêter ce qui se passe au nord et au sud-ouest, je crois que tout ira. I just believe that the government should withdraw his troops and withdraw his troops and dialogue with the people so that at least the people, because as long as the troops are still there, there can never be peace. Peace can never return in that region because the troops, you know, if they withdraw the troops, then at least you can go in for dialogue. Merci donc pour ces éléments, toujours concoctés pour nous par la grande Rochelle Oyana. Alors, nous poursuivons très rapidement avec l'Agora, la dernière partie. Oui, alors,
Oui, je voudrais rapidement, mon colonel, vous avez commencé à analyser du point de vue du prospectiviste, c'est-à-dire qu'en imaginant des choses, en les mettant en corrélation, la situation chrysogène que traverse le Cameroun. De la nuit du 9 au 10 juin dernier, Boko Haram a encore sévi par des méthodes qui sont connues dans la localité de Darak exactement, où il a conduit justement à la perte de 17 militaires et 3 civils, ce qui a suscité le deuil national que nous allons observer vendredi. Nous savons que la crise anglophone elle-même est encore béante, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui se passent de ce côté. S'il te plaît, s'il vous plaît, René, je vais prendre quelques questions, parce que nous cheminons droit vers la fin. Il faut la communication entre les anglophones et les francophones. Les dialogues entre les deux entités. S'il vous plaît, signez vos SMS. Je demande si c'est normal que le président du MRC soit arrêté. Est-ce que c'est normal? On ne parle pas de politique. Non, pas de politique ici, s'il vous plaît, pour l'instant. C'est vrai que c'est une vitrine d'information et de communication politique, mais pour aujourd'hui, nous analysons et nous décryptons la stratégie sécuritaire et bien d'autres éléments qui sont des corollaires toujours de la sécurité. Nous n'allons donc pas trouver une réponse à votre question. Je pose la vérité, je poursuis. La vérité est telle que nous ne faisons que réagir. La vérité est telle que nous ne faisons que réagir face à un plan savamment et longtemps pensé. En aucun des cas, nous avons envisagé, anticipé sur les manœuvres de l'ennemi. Si jusqu'ici, l'ennemi n'a pas encore réussi à atteindre son objectif, en parenthèse, la zaïrisation du Cameroun, c'est uniquement parce que celui-ci n'a pas encore réussi à confronter les Camerounais entre eux, ce qui ne saurait tarder en s'appuyant sur des stratagèmes d'indignation orientés vers des entités socio-culturelles. Dans tous les cas, c'est l'analyse et l'apport de ce monsieur-là. Nous poursuivons avec notre message. Je vois là. Bonsoir, moi c'est Kizito depuis Samélima. Pour résoudre la crise anglophone, il faut un dialogue. Cependant, il faut seulement dialoguer, mais de bien dialoguer avec des bons dialogueurs. Car dialoguer ne veut pas dire parler. Ne veut pas dire parler. Nous prenons un autre message. Ça vient au fur et à mesure. Bonsoir, je me nomme Monsieur Ongolo. Nous pensons que le Cameroun a besoin de la science et la technique pour sortir de l'impasse. Le Cameroun a besoin du dialogue pour sortir de la crise anglophone. Un autre message. L'armée a-t-elle le droit de prêter allégeance au président de la République ou au peuple camerounais? Peut-on être chef des armées et faire de la politique? C'est pas justement le credo de cette émission de ce jour. Bonsoir à tous, particulièrement à M. Badiek. Je me nomme Roland depuis le Nord. J'aimerais savoir ce que M. Didier considère. Je crois que je l'ai déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu. Bonsoir M. Didier, vous êtes un modèle pour moi. Quel conseil me donnez-vous pour suivre votre voie? Je crois déjà. Voilà. Allez, poursuivez, allons-y. Alors, par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, il y a deux situations qui sont en même temps des questions. Comment vous appréciez la contribution de la population, cette différence de contribution par rapport à la crise contre Boko Haram et la crise dans le contexte anglophone? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les populations, comment vous appréciez ces niveaux de contribution? Deuxièmement, l'armée camerounaise est attaquée sur plusieurs fronts. Comment vous appréciez cette résilience, cette capacité, si vous voulez, à assumer en même temps ces différentes crises? Bien, déjà l'appréciation, les comités de vigilance sont beaucoup plus efficaces, n'est-ce pas, contre la menace. Contre la menace Boko Haram. Ça va aussi d'une chose, c'est que la vectorisation ennemie, elle vient de l'extérieur. L'ennemi est désigné, mais que dans le cadre, par exemple, de la crise du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont nos propres frères qui se déguisent un temps soit peu et se retournent contre nous. Et ils sont souvent insaisissables. Donc, je veux dire, les complicités peuvent être établies
ou alors des liens de fratrie peuvent être tellement proches que la coopération ne coopère pas énormément. Mais ces derniers temps, je dois vous dire que on a beaucoup d'aide qui viennent de la population, beaucoup de renseignements qui viennent de la population. Donc c'est en train de changer petit à petit parce que les gens ont quand même compris dans cette zone-là qu'ils sont en train de prendre du retard. Les enfants ne vont pas à l'école, l'économie a arrêté, il y a des tueries partout. Et on a un groupe, n'est-ce pas, qui se dit de combattants, alors que ce sont que des bandits qui ont même déjà perdu, qui ne sont plus du tout contrôlés et contrôlables. Voilà, donc c'est un peu ce que l'on peut dire par rapport à cela. Et nous avons un ennemi qui vient de l'extérieur, hein, dans le cadre de la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram. Maintenant, il y a comment est-ce qu'apprécier la contribution de la population, mais la population camerounaise, nous restons dans le diptyque armée-nation. Et que la défense populaire, c'est l'un des concepts de défense, c'est le concept de défense du Cameroun. Et je dois vous dire que même le fait que vous priez, hein, et que vous apportiez votre contribution dans les débats de ce genre, que vous manifestiez, n'est-ce pas, dans les aides, je dois vous dire que c'est une contribution qui est on ne peut plus importante. Donc la défense populaire se manifeste de plusieurs manières, dans la manière active, la recherche du renseignement, donner le renseignement aux forces de défense qui peuvent l'utiliser pour traquer l'ennemi. Hein, donc je pense que c'est un diptyque qui est cher au management politique aujourd'hui et c'est un diptyque qui ne devrait pas se dissocier demain. Et heureusement, parce que l'armée camerounaise est une armée qui est républicaine, c'est une armée qui est professionnelle et c'est une armée qui est nationale. Vous avez vu un peu, lorsque vous avez regardé les noms de ceux qui sont décédés dans la plupart sont de la marine. Oui, parce que c'est un lac qui est là-bas, donc ils sont, voilà. Et que même on a des gens du Nord qui décèdent aussi dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est parce que l'armée est nationale. Et je pense qu'on devrait regarder l'armée comme étant le creuset de cette unité nationale et qu'on devrait en faire un phare. Maintenant, l'armée camerounaise est professionnelle. C'est une armée qui est polymorphe, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle s'adapte à ces menaces qui viennent de partout. On les tire, mais sa résilience vient de la force de sa nation, de la nation qui est avec elle. Merci, c'est compris. Alors, bonsoir à vous. Finalement, mon collègue, j'ai l'impression que vous avez tout un grand fans club qui vous écoute attentivement. Bonsoir à vous, le plateau. Papa Badjek est un grand homme. Moi, je l'ai toujours appelé papa parce qu'il a un cœur de père envers cette nation. Envers cette nation, même étant en retraite, papa ne cesse pas de faire ressortir la lumière dans notre pays. C'est ton fils Cédric de Yaoundé. Vous vous êtes retrouvé. Le fils. Vous vous retrouvez, mon collègue. Le fils. Nous attendons beaucoup plus de questions, s'il vous plaît. Beaucoup plus de questions qui vont, bien entendu, élucider davantage les thématiques qui sont développées ici. Je prends là, je suis à WhatsApp. Il faut passer un bonsoir au colonel toujours prêt à défendre, qui est toujours prêt à défendre notre cher et beau pays. On attend beaucoup plus de questions, mais pas de questions. Salut, on fait comment pour... Attention, j'ai l'impression que... Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers panélistes, nous allons rentrer du côté de la régie pour reprendre la dernière séquence majeure de notre programme. Il s'agit du Jardin secret. Alors, Rochelle Oyana, elle est déjà installée. Bonsoir, Rochelle. Bonsoir, Pierre Carole. Et bonsoir également à ton riche panel. D'accord, vous allez bien? Très bien. Et toi? La coiffure, elle est très jolie. Merci. Alors, il faut dire que je vais donc vous laisser 5 minutes avec notre invité principal, le colonel Djidji Badjek. Merci bien et permets-moi ainsi de dire bonsoir au colonel Djidji Badjek. C'est vrai, il est déjà retraité, mais difficilement, il nous est impossible d'enlever le titre de colonel. Bonsoir, colonel Badjek. Je serai toujours colonel jusqu'à preuve de contraire. Alors sinon, j'espère que vous allez très bien ce soir. Je vais très bien. Et malgré les répliques de tout... Non, je trouve que c'était de bonne guerre et puis j'avais des gens qui étaient à la hauteur. Voilà, c'est notre rubrique Jardin secret. Ici, les questions, même les plus osées, concernant votre vie intime, vous sont posées. Et bien évidemment, on aimerait savoir si vous êtes déjà prêt ou prêt à répondre à ces questions.
C'est un jeu de communication qui ne m'effraie pas. Ah, d'accord. Alors, est-ce que le colonel DJ Bajek est marié? Si oui, combien d'enfants a-t-il? Je suis marié, père de 6 enfants. Comment est-ce que ces derniers se prénomment? Et je vais commencer du plus grand au plus petit. Je vais dire également que j'ai 3 petits-enfants. Alors, j'ai Cynthia qui est l'aînée, Sonia qui est la deuxième, Daphné qui est la troisième. Les deux premières sont universitaires. J'ai une qui a fait communication des organisations. Daphné qui est en première au collège Vogt. Ensuite, j'ai mes 3 derniers qui sont tumultueux. Voilà, la première c'est Natacha, c'est ma mère parce qu'elle a le nom de ma mère, elle s'appelle Louise Natacha. Le deuxième c'est Junior, Dieu m'a donné qu'un seul garçon, voilà, il s'appelle Emmanuel Thierry. Et puis la dernière c'est Sylvia qui est mon homonyme, Sylvia René. Voilà. Alors, colonel Bajek, quel est le plat que vous préférez lorsque madame prépare à la maison, cuisine à la maison? C'est la plus grande spécialiste du ndolé. J'ai jamais mangé un ndolé aussi bon que celui qu'elle prépare. Et certainement, elle nous regarde. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais pas si elle nous regarde, elle est très discrète. Elle s'appelle Jeanne Noël, elle est très discrète, acharnée de travail. À cette heure-ci, je crois qu'elle dort déjà. Voilà, si on prend justement avec votre épouse, si jamais colonel Bajek retrouvait sa femme en pleine action d'adultère, ou alors elle était accusée peut-être ou jugée de prostituée ou autre, comment est-ce que colonel Bajek traitera madame? Je ne pourrais pas la traiter parce que ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens qui peuvent encore avoir écrit dans leur cœur fidélité. Je pense que mon épouse, ce n'est que du bonheur. Et voilà. Voilà, et vos enfants, s'il arrivait, on dit Monsieur Bajek, voilà votre enfant, il vient de voler chez le voisin. Comment est-ce que colonel Bajek se comporterait? Vous savez, aujourd'hui, les mœurs se dégradent très très rapidement. Vous me direz pourquoi est-ce que les mœurs ne peuvent pas se dégrader en ce qui concernait mon épouse, mais parce qu'elle, je la connais et que je passe plus de temps avec elle. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment est-ce que les enfants mutent dans leur comportement. Mais je dois vous dire que même si votre fils est voleur, lorsqu'il est en prison, c'est votre fils. C'est comme ça que je réagirais. Le préjudice, lorsqu'il est causé, il ne faut pas être en même temps celui-là qui persécute, qui aide à faire appliquer la loi et qui ne veut pas qu'on l'applique pour son propre cas. Il faudrait assumer. S'il y a des arrangements à faire, on peut faire des arrangements. Moi, j'ai horreur des membres de la famille qui viennent me voir parce qu'ils ont eu maille à partie avec la justice ou bien autre chose. Et lorsque vous allez regarder dans le fond, vous vous rendez compte que ce cousin, en réalité, ne vous a même pas dit la vérité, qu'il est vraiment, c'est un escroc. Et après, vous lui demandez, on vous demande d'intervenir, mais vous demandez, mais lorsque on vous a escroqué, vous revenez demander au colonel Bajek d'intervenir. Non, il faut intervenir pour les justes causes. Ce qu'il faudrait dire, c'est savoir comment élever ses enfants pour que ces cas n'arrivent pas. Veiller, et aujourd'hui il faut veiller, surtout avec la télé qui passe et tout le reste. Il faut faire très attention à l'éducation des enfants, être toujours très close, comme on dit en anglais, et de manière à ce qu'on puisse les surveiller et prévoir ce genre d'agissement. Voilà, infiniment merci à vous, colonel Bajek. Le temps nous est complètement imparti pour aller au-delà de ces questions, mais on vous remercie déjà d'avoir répondu à ces questions. Merci. Merci beaucoup Rochelle, Oyana. Donc on se retrouve mercredi prochain. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Nous accompagnons donc Rochelle, le temps de se retrouver juste derrière pour clôturer cette émission. Alors, monsieur colonel Bajek, une question de monsieur Boum qui demande quel est votre plus grand regret. Rapidement, on a terminé avec l'émission. Mon plus grand regret, j'espère que ce n'est pas un regret, parce que le regret, c'est un élément sentimental qui se perd. Mais mon plus grand choc, c'est de voir mon pays aujourd'hui descendre comme ça dans des disputes tribales, dans des disputes irrédentistes. Le Cameroun, c'est un très beau pays. Je vous assure que je ne me retrouve que bien
au Cameroun. J'ai été pilote, j'ai beaucoup voyagé. Et dès que j'avais décollé, n'est-ce pas, de ce pays, que je voulais tout de suite réatterrir, et j'allais en mission et je comptais les jours pour revenir. Nous avons un beau pays, ne le gâtons pas. Je dois dire que c'est quelque chose, je le dis sincèrement, et je pense que vous tous qui êtes ici sur ce plateau, vous pensez comme moi. Il faudrait que nous retrouvions la paix et que nous allons vers les vrais enjeux de cette mondialisation et vers le développement. C'est évidemment sur ces propos, sur ces souhaits bien sûr les plus ardents du colonel Badiek que nous allons mettre un terme à cette émission. Alors, le temps de dire merci à nos panélistes, à nos invités. Je voudrais commencer par monsieur René Bakota. Merci encore d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci, Carole. Merci également. Il faut dire que René Bakota était le porte-parole à la dernière présidentielle du PURS, le parti qui a investi M. Serge Espoir Matomba. Merci également à vous, Christian Diomou. Vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal 24. Merci beaucoup. On aurait pu passer encore beaucoup de temps, beaucoup de moments de bonheur avec le colonel. Mais les réalités de la télévision, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci encore. Merci à notre consultant habituel. Lui, bien sûr, c'est le docteur René Niatio, consultant, je voudrais dire, enseignant et puis expert des questions économiques et de gouvernance. Merci Pierre-Carole. J'aurais bien voulu continuer le débat avec le colonel Badiek. Je crois même que ce n'est que partie remise, parce qu'il y a encore tout un fond de questions. Certainement, ce n'est que partie remise. Merci à notre invité principal, le colonel Badiek, et bon vent bien sûr pour votre thèse que vous allez soutenir dans quelques mois. Je vous remercie et je vous inviterai volontiers. Et je remercie tout le plateau. Je pense que les téléspectateurs ont été édifiés. Je voudrais dire comme ça merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de sympathie. Et j'en suis très sensible et que puissions-nous prier pour le Cameroun pour que nous retrouvions la paix. Nous remercions toute l'équipe de diffusion de ce programme Politoscope, mais surtout et avec bien entendu le soutien de notre club. On a déjà un fans club Politoscope, le fans club Politoscope qui est chapeauté par l'ensemble des officiers, paracommando de réserve du MINJEC. Nous le disons bonsoir et merci bien sûr d'être intervenu tout le long de cette émission à travers bien sûr vos propos d'encouragement. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous l'opération en espérant que vous avez apprécié. Nous avions le colonel Badiek comme invité principal aujourd'hui. La semaine prochaine, ce serait certainement un autre invité. Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, nous ferons toujours l'effort de vous satisfaire. Soit. Au revoir.